Prêt pour l'impact? C'est la question que je pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois Éric Duverger, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le fondateur de la Convention des entreprises pour le climat. Avec Bismart, on a accompagné les toutes premières sessions de la CEC. Mais on se disait avant de démarrer, c'est quand même la première fois qu'on se rencontre, donc ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la Convention des entreprises pour le climat, de quoi s'agit-il ? Je dirais que d'abord on est une association d'intérêt général. Donc on est là pour essayer de faire bouger le monde économique. Et ensuite on a une théorie du changement, c'est-à-dire comment on peut faire bouger les choses. Et nous on est très focalisé sur l'humain et à l'ordre 1 sur les dirigeants d'entreprise. On pense que c'est là que peut démarrer une impulsion qui soit puissante pour faire bouger son entreprise comme dirigeant, et puis pour faire bouger en fait plein d'entreprises qui ensemble peuvent faire un mouvement de bascule pour que notre économie devienne régénérative. Et ça, alors, on va en parler bien sûr avec des détails. Mais ce qu'on fait nous très concrètement, c'est que on fait participer des dirigeants d'entreprise en collectif à des parcours de transformation qui durent environ 10 mois, dans lesquels ils vont investir 10-12 jours de leur agenda. C'est beaucoup, 10 jours de l'agenda d'un dirigeant. Et ils vont finalement faire un constat, ils vont travailler ensemble, collectivement, pour mettre leur entreprise à la hauteur des enjeux. C'est quoi? C'est un rendez-vous tous les mois à peu près? Voilà, c'est un rendez-vous toutes les 6 semaines, pendant 2 jours. C'est très profond. Ils ont des conférenciers, ils ont des travaux en équipe, des travaux aussi, des réflexions individuelles. On essaie d'aller très profondément parce qu'on ne fait pas une petite remise en question. C'est aussi ça, je dirais, la CEC, notre convention. On est vraiment parti du constat qu'on devait faire un sursaut majeur et non pas des petites actions de RSE. Il faut les faire, les petites actions de RSE, mais... C'est déjà très bien. C'est déjà très bien, mais elles sont très loin du compte. Donc, il faut faire parfois, il faut aller jusqu'à changer de modèle, quoi. Il faut changer de paradigme. Économie régénérative, c'est votre mantra, ça veut dire quoi? Alors, l'économie régénérative, c'est tout simple. C'est une économie qui ne se contente pas de réduire les impacts de l'économie actuelle, de réduire les impacts négatifs. C'est une économie qui se met en position d'avoir des impacts positifs nets. C'est-à-dire qu'au global, une entreprise, elle doit contribuer de manière positive au total pour la société et bien sûr à l'intérieur des limites planétaires. Donc en fait, c'est une économie où si on arrive à y basculer, on pourra de génération en génération confier aux générations futures une planète et une société dans un meilleur état que celle qu'on a récupérée. Avec donc un certain nombre d'étapes et cette feuille de route, on va voir quelques chiffres clés. Je crois que vous en êtes à plus de 1400 entreprises embarquées, 2800 dirigeants et dirigeantes embarqués, 1000 feuilles de route rendues. Ça a dû évoluer depuis que ces chiffres ont été publiés, mais rentrons dans le détail. C'est quoi une feuille de route? Parce que je suis un ou une chef d'entreprise, je m'engage dans la Convention des entreprises pour le climat. OK, à la fin, je vais devoir rendre une feuille de route. C'est quoi? Alors, on revient là un peu à la racine de la CEC. Parce que moi, j'ai lancé ce mouvement et j'étais entouré très vite par une super équipe en 2020. Et on était après la Convention citoyenne pour le climat que le président Macron avait lancée en 2019. Et en fait, les citoyens, ils se sont regroupés et ils avaient fait des propositions pour le monde politique en tant que citoyens. Après, moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour les dirigeants d'entreprise? Eux, ils ne sont pas là pour faire des propositions au monde politique. Parce qu'à l'ordre 1, il faut qu'ils soient exemplaires. À l'ordre 1, il faut que leur entreprise vraiment soit beaucoup plus respectueuse des limites planétaires. Donc la question qu'on s'est posée, c'est quel va être leur engagement et qu'est-ce qu'ils vont remettre à la fin de leur parcours. Et donc, on est arrivé sur cette feuille de route. Et pour toutes les personnes qui sont en entreprise, je dirais c'est simplement une feuille de route stratégique. Quelle est la stratégie de mon entreprise? Mais au lieu de se dire on est là pour faire plus de profit, on est là pour gagner des parts de marché, on se pose la question de comment faire que l'entreprise revienne dans les limites planétaires et contribue à la société. Donc c'est une feuille de route de redirection pour mettre, en gros il faut 5-10 ans pour arriver à le faire, se remettre donc dans l'économie régénérative. Et après, c'est très concret. Et sur notre site, il y a plus de 1000 exemples. Donc je suis entreprise dans le bâtiment, par exemple. Je veux dire, voilà, en 2035, voilà ce que je veux faire. Voilà mon cap, mon entreprise, comment elle contribue. Donc c'est ce qu'on appelle le cap régénération. Et puis ensuite, on a des leviers. Alors qu'est-ce que je vais arrêter de faire? Les renoncements. Qu'est-ce que je vais faire en plus? Parce que ça, c'est bien. Qu'est-ce que je vais transformer dans les matériaux que j'utilise? Ou alors je vais faire plus de rénovation et moins d'artificialisation. Et puis ensuite, on a un plan d'action qui est décliné très concrètement. Et il y a un enjeu majeur, on en reparlera, qui est comment j'embarque mon écosystème.
Parce qu'en fait, une entreprise, elle ne travaille pas en vase clos. Elle a déjà un écosystème interne, des centaines ou des milliers d'employés, et puis beaucoup de parties prenantes externes. Et donc là, le dirigeant, en tant que leader, il doit embarquer son écosystème. Et sinon, ça marche pas. Et évidemment, on pourrait peut-être donner quelques exemples d'entreprises qui, justement, ont fait basculer le modèle. Ce qui est intéressant, c'est le temps que ça prend. Évidemment, ce n'est pas d'un claquement de doigts, c'est un engagement sur plusieurs années. Cette feuille de route, dans l'absolu, on pourrait se dire, elle n'est pas contraignante. Ben si, parce qu'elle est publique, les clients, les partenaires, tout le monde peut la consulter. Oui, c'est ça. On n'est pas, nous, on ne croit pas qu'on peut faire quelque chose de coercitif. Oui. On n'est pas là non plus pour labelliser ou pour juger en fait les entreprises. Comme je l'avais dit au départ, on croit dans la transformation humaine du dirigeant et de la dirigeante et de sa volonté de faire quelque chose de bien pour le bien commun et d'embarquer son entreprise autour. On s'aperçoit de toutes les statistiques qu'on peut avoir, c'est qu'il y a un embarquement des employés vers ce nouveau projet d'entreprise qui est majeur. L'employabilité de l'entreprise. Oui, il y a d'abord l'effet interne. Il y a l'effet interne, c'est-à-dire c'est hyper motivant. Personne n'a envie d'aller travailler dans une entreprise qui détruit la planète. Donc, et surtout les jeunes générations. Donc là, on a des taux d'engagement dans les entreprises de la CEC qui sont bien au-delà des entreprises moyennes. Et puis je donne un exemple, une entreprise assez emblématique de la CEC, Expansiance, qui est sur Mustela, la marque Mustela, donc pour les bébés, et qui a une feuille de route exemplaire. Et Sophie Robert-Vellu, qui est venue sur ce plateau, est une personne assez médiatisée maintenant. Bon, ils ont énormément, au niveau de l'employabilité, ils auront énormément de personnes qui veulent rentrer dans leur entreprise. Parce que justement, il y a beaucoup d'employés qui ont envie de trouver du sens dans leur travail. On peut prendre un autre exemple, je crois que c'est Renault Trucks par exemple, parce que c'est bien de voir qu'il y a des entreprises de toute taille, de tout secteur. Alors Renault Trucks, c'est vrai que partout, quoi. Nous on nous pose souvent la question, comment c'est possible de parler d'économie régénérative pour une entreprise qui fait des camions. Et là je dirais un premier exemple, le PDG de Renault Trucks, Christophe Martin, il a dit publiquement, et c'est sorti sur une revue, sa revue professionnelle, il a dit « je veux vendre moins de camions ». On doit arrêter la culture des camions Kleenex. Donc on fabrique un camion, puis au bout de 3-4 ans, il est usé, on le jette, on le met à la casse. Et donc là, ils ont créé toute une chaîne pour reprendre les camions, leur donner une deuxième vie, voire une troisième vie, les faire durer en gros 2 fois plus longtemps. C'est un changement de posture. Ils vont faire moins de chiffre d'affaires. Mais au global, ils vont peut-être gagner plus d'argent. Et sur Renault Trucks, on a vraiment cet exemple. Le taux d'engagement des employés est en France 15% plus haut que le meilleur deuxième pays de la galaxie Renault Trucks. Donc vraiment, il y a quelque chose, il y a un engouement qui se crée autour de la feuille de route. Comment vous avez recruté les 150 premières entreprises qui ont décidé de jouer le jeu de la Convention des entreprises pour le climat? Parce que, j'imagine la scène, vous arrivez, vous avez quoi? Vous avez vous avez l'idée, quoi. On a l'idée et 5 slides PowerPoint. C'était ça, ce qu'on avait prévu. Notre force de conviction. Je dirais qu'on a fait un petit hacking, qu'on dirait dans le milieu. C'est-à-dire qu'on a profité de l'effet de souffle de la Convention citoyenne pour le climat. D'accord. Moi, je connais plein de personnes qui se sont dit « Ah, j'aurais bien aimé être tiré au sort pour pouvoir contribuer. » Et donc, il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise qui ont envie de s'engager plus, qui ont envie de s'engager pour la société, en fait. On a du pouvoir quand on est en entreprise, on a un super pouvoir quand on est leader en entreprise et qui ont répondu à cet appel. Donc c'est vrai que, pour l'anecdote, c'était en décembre 2020, on a fait un communiqué de presse, mais personne ne nous connaissait, donc était très peu relayé. Jean-Marc Jancovici a fait un post LinkedIn et puis voilà, on a eu deux, trois échos dans la presse et on s'est préparé, on avait créé un petit site internet où il y avait un formulaire de candidature et au bout d'une semaine, on a déjà 90 candidatures. On a été surpris nous-mêmes de cet engouement. Donc il y avait, je pense, c'est l'envie des dirigeants de contribuer plus pour la société. Vous aviez passé, je crois, plus de 20 ans chez Michelin. Cette expérience, elle vous a servi, j'imagine, et en quoi elle vous a servi ? Elle me sert, je dirais, tous les jours, parce que quand on a cette ambition un peu déraisonnable, d'essayer de transformer le monde économique, on connaît son inertie, on sait aussi ce paradigme, il est très installé, les forces d'argent, elles sont très installées, donc on a un côté idéaliste, mais c'est vrai que dans les équipes CEC, on vient tous du monde de l'entreprise, donc on connaît hyper bien l'entreprise. Moi, j'ai travaillé chez Michelin dans plein de fonctions, finance, marketing, commercial, dans plein de pays aussi. Moi, j'ai passé 5 ans aux États-Unis. Donc, c'est vrai que je pense pouvoir dire que de l'intérieur, je comprends assez bien les mécanismes et aussi les inerties, les prises de décision. Et donc, je crois qu'on est assez pertinent dans nos parcours. Et d'ailleurs, on a un taux de participation très fort des dirigeants. Un dirigeant d'entreprise, son agenda, c'est très précieux. Donc, le fait qu'ils viennent, qu'ils reviennent de session, qu'ils s'investissent comme ça 10-12 jours de leur agenda,
chaque minute est précieuse, mais on fait attention à ce que ce soit pertinent pour les dirigeants. Alors, cette pertinence, je crois qu'on peut avoir. Quelques chiffres justement sur ce bilan de là où des conventions, parce qu'on va expliquer qu'elles se sont démultipliées des entreprises pour le climat. 67% des entreprises déploient leur feuille de route dans le calendrier fixé. 91% des entreprises ont mis en place des dispositifs d'acculturation et de sensibilisation des collaborateurs. Et puis, autre chiffre, 53% des entreprises ont intégré leur partie prenante dans la gouvernance et 40% ont déjà opéré des renoncements dans l'évolution de leur modèle économique pour venir vers cette logique régénérative. Je voudrais justement qu'on parle des parties prenantes, parce que vous parliez d'écosystème tout à l'heure. C'est pas si simple là aussi, parce que ça suppose de définir toute la chaîne de valeur et le cycle de vie d'un produit. C'est deux choses différentes, hein, mais déjà restons sur la chaîne de valeur. Voir tous ceux qui y participent, parfois pour des grands groupes, c'est très compliqué de remonter sa chaîne de valeur, d'aller jusqu'à un sous-traitant qui est lui-même le sous-traitant d'un sous-traitant très loin à l'autre bout de la planète. Donc comment on embarque l'écosystème ? Je vais prendre un exemple. C'est une entreprise qui est en Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Belco. Qui fait du café. Et donc on va suivre aussi, puisqu'ils vont faire la Transat Jacques Vabre aux couleurs de la CEC. Donc le dirigeant est très engagé. C'est la deuxième génération, c'est son père qui lui a légué l'entreprise. Et sur le café, il y a une interrogation sur la filière. Et donc là, il le dit très clairement, il est allé dans ces pays-là, notamment en Éthiopie, en Colombie, pour comprendre où était produit le café, quel était le type de culture qu'il y avait, est-ce que c'était intensif ou plutôt diversifié, et de repenser la filière. Ils ont installé, par exemple, c'est les premiers à le faire, des transports par voilier, et je dirais, ils créent une relation très particulière en local avec les producteurs de café, qui sont très challengés actuellement, puisqu'ils doivent remonter de plus en plus haut dans les montagnes pour pouvoir produire. Et donc, c'est cette intimité, finalement, avec la chaîne de valeur. Donc, le PDG de Belco, il le dit lui-même, s'il ne va pas à la racine de la graine de café, en fait, il n'y aura plus de production d'ici 10 ans. Donc, voilà, c'est vrai que les grands groupes sont plus challengés parce que leurs filières, leurs fournisseurs, c'est en centaines parfois. Donc c'est là où on a besoin d'un gros relais dans les équipes achats, notamment sur tout ce qui est l'amont, les approvisionnements qui doivent s'impliquer à fond. Et puis il y a aussi beaucoup de logique sur le marketing, donc plutôt en aval. Et dans les grands groupes, moi j'ai occupé cette fonction-là, de créer des offres marketing. Et c'est là où je crois qu'il faut qu'on en parle, il faut toucher le cœur du réacteur. C'est-à-dire, quel est le modèle économique ? Est-ce que mon modèle économique, à la base, il va être gagnant si je vends de plus en plus de choses, si j'ai un modèle volumique ? Dans 95% des cas, c'est ce qu'on a en entreprise. Oui, ou est-ce que je crée un modèle le modèle linéaire dans lequel on a tous grandi, quoi. 93% de l'économie mondiale est linéaire aujourd'hui. Seulement 7% est circulaire. Donc la question, c'est créer un modèle économique dès le départ qui est vertueux, qui va permettre de recycler, de travailler sur toute la filière, de faire beaucoup plus de services et de moins user les produits. Et donc c'est vraiment là, on va à la racine des modèles économiques. Alors effectivement, il y a eu la première session qu'on a accompagnée ici dans cette émission. On recevait un binôme. Merci beaucoup d'ailleurs. Non, c'était un plaisir. Ensuite, vous avez décliné le concept à la fois régionalement et en thématique, c'est ça ? C'était ça l'idée ? Oui, on est toujours sur cette théorie du changement de la CEC, et puis on a beaucoup de partenaires, qui est de se dire qu'on a besoin de couvrir les territoires. Donc là, on peut annoncer qu'il nous reste 3 territoires, c'est le Centre Val-de-Loire, l'Occitanie et le Grand Est, qui seront couverts d'ici la fin de l'année. Donc on aura des parcours CEC, des équipes CEC partout en France. Pourquoi ? Parce que c'est en territoire qu'on fait vraiment atterrir l'économie régénérative. C'est une économie de la coopération où les déchets de l'un peuvent devenir les ressources de l'autre. Et donc, on a maintenant plus de 25 parcours qui ont eu lieu et des répétitions de parcours qui ont eu lieu sur le territoire partout en France. Et à chaque fois, il y a plusieurs dizaines d'entreprises qui participent. Et à chaque fois, il y a entre 50 et 70 entreprises qui viennent toujours en binôme. On a la dirigeante ou le dirigeant accompagner ce qu'on appelle son Planet Champion. Donc c'est son relais dans l'entreprise. Donc ça fait des cohortes d'environ 150 personnes, ce qui nous permet d'avoir des intervenants de très grande qualité. Et en France, on a plein d'intervenants, plein de scientifiques de grande qualité. Et puis, on se dit aussi que pour transformer l'économie, il y a une question aussi de verticale, de filière.
Je prends l'exemple de la finance, ou l'exemple là, on a le monde agricole. En ce moment même, on a une cohorte sur le monde agricole. Alors c'est quoi on va parler de la finance juste après, le monde agricole. Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place là? Le monde agricole, en fait, on a 70 entreprises de toute la filière agricole. Alors, des agriculteurs, mais aussi des distributeurs, des transformateurs, et qui sont en train de travailler justement en équipe. Et là, ils ont 2 livrables. Ils ont cette feuille de route, donc chaque entreprise doit se questionner et faire sa feuille de route. Et aussi, ils ont beaucoup de travail en collectif pour avoir des projets de coopération. Donc ça peut être, sur le monde agricole, on sait que ça sera des demandes aux législateurs, mais il y aura aussi beaucoup de projets sur qu'est-ce que nous, filières, si on se prend en main, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Parce que souvent, on reporte la balle, on transmet la balle en fait aux législateurs, au gouvernement. Mais déjà, on peut faire énormément. Le monde économique lui-même, tout seul, peut faire déjà énormément. Alors, vous parliez de la finance, justement, sur ces conventions thématiques. Je vous propose la question de l'ancien directeur des finances de la Banque mondiale, qui était à votre place la semaine dernière, le fondateur du fonds d'investissement Blue Like an Orange, Bertrand Badré. Éric, je suis pas surpris, mais très heureux que tu me succèdes sur ce plateau. D'abord, félicitations pour le succès de la CEC en général et plus précisément pour celui de la Convention des entreprises citoyennes pour la finance. Tu m'avais demandé d'être le parrain, j'étais un parrain heureux et comblé. Je suis de nouveau parrain pour la 2e session. Pour moi, c'est essentiel d'avoir une approche spécifique pour la finance. Et ce que je souhaite, c'est pas tellement, c'est pas une question, je connais ton enthousiasme, ta vision, c'est que tu poursuives le plus longtemps possible. Il faut innerver la finance. Et donc la question, c'est est-ce que tu as l'énergie de continuer pour toutes les années qui commencent? Merci. Alors, peut-être d'abord, pourquoi est-ce qu'il faut une approche spécifique pour la finance? Alors, on a pas mal de sujets thématiques, mais la finance, c'est, j'allais dire, l'enjeu de tous les enjeux. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet démultiplicateur. Bien sûr. Je disais tout à l'heure qu'un dirigeant d'entreprise avait un super pouvoir parce qu'il a son entreprise, ses offres, ses employés, son écosystème. Mais c'est vrai que dans la finance, il y a un super pouvoir qui est de flécher en fait nos économies, les économies d'un gouvernement, les budgets d'un gouvernement, d'un fonds impact, d'une banque, tout cet argent qu'il y a dans le système, c'est de flécher au bon endroit. Alors, ils le disent eux-mêmes, les financiers, s'il n'y a pas d'économie régénérative, de vrais projets régénératifs, en fait, ils ne savent pas où flécher. Donc, on a besoin d'un double mouvement, de multiplier le nombre de projets qui sont régénératifs et d'entreprises qui font une vraie bascule, et très vite d'avoir le monde financier qui vient flécher des gros montants, là on parle de dizaines de milliards d'euros, vers cette économie-là pour lui donner les moyens d'opérer ce mouvement de bascule. Et donc c'est cette prise de conscience qu'on a beaucoup travaillé. Le problème avec le monde financier, c'est qu'on a eu beaucoup de green bonds, d'investissements green, plus ou moins à impact, où en fait l'impact il est quand même très minime. Et donc on est dans le système actuel et on fait des petits ajustements à la marge et on a l'impression qu'on a verdi le portefeuille. Or, on est très très loin du compte. Déjà, l'expression en soi veut tout dire, verdir le portefeuille. Voilà, et donc il ne s'agit pas de verdir le portefeuille, il s'agit d'avoir toute une économie qui bascule et c'est vrai que... Mais est-ce que vous manquez d'énergie pour prendre la deuxième question de Bertrand Badré? Parce que c'est peut-être le monde le plus difficile à convaincre, si je vous entends. Par rapport au monde financier, je dirais que est-ce que c'est le plus difficile à convaincre? Pas forcément, parce qu'on touche des êtres humains. Des êtres humains qui sont aussi des parents, des gens qui vont dans la nature, qui voient quand ils vont en montagne, ils voient que ça change, le paysage change. Les gens qui font la plongée sous-marine voient que les fonds marins changent. Donc dès qu'on prend ce moment de se reconnecter, même avec ces personnes-là, on s'aperçoit que le shift se produit très vite, émotionnellement. Et ensuite, je prends l'exemple, Mark Wormser, qui est le PDG de la banque Wormser, c'est une banque qui est une banque parisienne, une banque privée, a fait un shift très puissant. Et là, il est en train de remettre en question fondamentalement les investissements de sa banque et les recommandations d'investissement de sa banque. Donc là, ça peut aller très vite. Donc je dirais oui, c'est peut-être plus difficile, parce que cette population-là, elle est vraiment bien ancrée dans son système, mais ça vaut plus le coup. Parce que quand on fait shifter, on a des effets dominos, ils sont d'autant plus puissants. Alors, il y a une question qu'on doit vous poser souvent, c'est la question de la rentabilité. On a bien compris que c'était plus l'objectif principal, mais en même temps, si ces entreprises régénératives prouvent leur efficacité, il faut qu'elles durent le plus longtemps possible. Et donc, il faut qu'elles continuent de gagner de l'argent. Est-ce que ça leur coûte d'abord de l'argent? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Je pense que c'est une question fondamentale. Il faut dire deux choses. Déjà,
les gens qui veulent le beurre et l'argent du beurre et la bonne conscience, ça n'existera pas. On ne va pas pouvoir parce que simplement, il faut revenir dans les limites planétaires. On a une économie qui est en surchauffe. Et le drill baby drill de Trump, de faire toujours plus, cette accélération, elle va nous emmener plus vite vers un moment très compliqué où on va avoir des pénuries de tous les côtés. Donc oui, on doit opérer une redescente. Cette redescente, c'est la redescente des activités humaines, de la pression qu'on met sur les ressources. Et donc ça veut dire une économie qui est plus smart, smart impact, une économie qui est plus smart, qui fait plus attention. Après, je prends l'exemple de Renault Trucks ou de Mustela, on a des entreprises qui vont peut-être avoir des chiffres d'affaires et des impacts volumiques plus réduits, mais la pérennité économique, c'est majeur. Parce qu'autrement, ces acteurs, s'ils viennent péricliter, en fait, on va se retrouver avec une économie plus petite, mais qu'avec des entreprises qui ont des impacts négatifs. Donc oui, on a besoin de pérennité. En revanche, on remet en question la maximisation des profits, qui a été posée à un certain moment par Friedman. C'est ce que j'ai appris en école de commerce, il y a 25 ans. La finalité de l'entreprise, c'est la maximisation des profits pour les actionnaires. Donc ça, c'est je dirais, un paradigme qu'on remet en question. Ce qu'on veut, c'est une entreprise pérenne qui crée autour d'elle, dans son écosystème, un partage de valeurs cohérent. Et c'est là un changement de lunettes et je dirais même un changement d'imaginaire. Mais si on prend, alors il y a plein d'autres exemples, il y a le groupe Pierre et Vacances, il y a Bouygues Immobilier, enfin voilà, concrètement, leur feuille de route, elle change quoi ? Sur Pierre et Vacances, si vous allez dans le dernier village qu'ils ont ouvert dans les Landes, il est complètement différent de celui qu'ils avaient construit il y a 30 ans. Au niveau du rapport à la nature, au niveau des constructions en bois, au niveau de comment ils recyclent l'eau, au niveau des modalités de chauffage, tout est différent. Au niveau de la nourriture qui est proposée, c'est différent. Et quand on parle avec Franck Gervais, le PDG de Pierre et Vacances, il l'a dit dans la CEC. Il a dit « Nous sommes là pour proposer des expériences de nature ». C'est aussi hyper important. C'est-à-dire que tous les clients qui vont dans un Center Parcs ou un Pierre et Vacances, l'idée, c'est aussi de les reconnecter à la nature. C'est aussi une opportunité. Donc, chacun participe comme ça à la bascule systémique. Et évidemment, c'est très dur. Il ne faut pas se leurrer. Si on n'y est pas arrivé, on est en 2025, on est très loin du compte, c'est que c'est très dur. C'est une remise en question fondamentale. Mais très concrètement, on s'aperçoit quand même qu'il y a des effets d'entraînement. On va évidemment parler du backlash, du retour en arrière américain. Et je m'appuie sur une de vos citations. Vous disiez « J'attends le point de bascule, ce moment où les groupes qui font passer leurs profits avant la préservation de l'humanité et de la planète seront ringardisés ». Le mot ringardisé, évidemment, il est très important. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que ce point de bascule, c'est-à-dire cette date où on sera arrivé à cette ringardisation de ceux qui ne font pas les efforts de transformation et de régénération, il s'éloigne avec le backlash américain? Alors, pas forcément. Je dirais oui et non. Là où il s'éloigne, c'est que pour nous, poser la question de mon énergie, pour nous, là, le monde de la transition, et j'ai énormément de contacts avec d'autres leaders du monde de la transition, de mouvements, et je le sens dans les équipes, c'est un moment très difficile à vivre en ce moment. On avait quand même du vent dans les voiles ces dernières années. Peut-être pas assez, mais maintenant on se rend compte que c'était pas si mal. Je parle de la France aussi. Il faut qu'on soit fiers aussi de ce qui se passe en France. Je voyage dans plein de pays et on a quand même un écosystème unique au monde. J'étais en Angleterre il n'y a pas longtemps. On nous envie énormément de ce qu'on a en France avec le Shift Project, des grandes personnalités, les fresqueurs. C'est quand même, on a quelque chose de donc on a quoi, un écosystème de la transition qui est plus puissant qu'ailleurs. Qui est beaucoup plus puissant qu'ailleurs, très diversifié. On a aussi une économie sociale et solidaire qui vient de très loin en France. On a aussi un milieu associatif avec du bénévolat, plein d'associations en France. Donc en fait, on a un tissu de personnes qui sont déjà embarquées sur le monde de demain. Et on est en fait des centaines de milliers, voire des millions. En revanche, on n'a pas encore fait complètement écosystème entre nous et parfois il y a des querelles de chapelle qui nuisent. Donc, c'est vrai que moralement, c'est particulièrement difficile en ce moment. Et il faut se le dire aussi, on fait des trucs incroyables avec des bouts de chandelle. On est très peu soutenu. La philanthropie en France est pas énorme par rapport à d'autres pays. Et donc, les modèles économiques du milieu associatif, c'est très compliqué. Donc, ça, effectivement, ça nous coûte de l'énergie, de l'enthousiasme. Et en même temps, est-ce qu'on se rapproche du point de bascule? Moi, j'en suis convaincu. Parce que quand on voit la crispation qu'il y a, notamment aux États-Unis, de l'ancien modèle, pour moi, c'est vraiment, je dirais, la dernière crispation avant
avant le déblocage. Ouais. Oui, mais alors, si on prend l'exemple du vêtement, des marques de l'ultra fast fashion, pour l'instant, elles sont loin d'être ringardisées, notamment auprès des jeunes consommateurs et consommatrices, quoi. C'est vrai. Après, moi, j'ai des jeunes ados et ils sont dans une ambivalence. Effectivement, culturellement, ces marques-là, elles sont encore mises en avant. Et en même temps, ils sentent bien qu'il y a une dissonance très forte. Et dans les métiers qu'ils veulent faire, les jeunes aujourd'hui veulent des métiers à impact, des métiers qui ont du sens. Donc effectivement, on a tous des dissonances, mais là, elle devient énorme aussi à certains endroits. Donc, quel est le moment où les gens, consommateurs et, je dirais, engagés en entreprise, vont vouloir se réaligner? Là, on sent que ce moment-là, il est de plus en plus puissant. Donc il y a beaucoup d'énergie aujourd'hui, de réalignement. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y a un effet d'entraînement et que tout ça se débloque. Ouais, on est dans une économie quand même, une France de tradition très, très jacobine. On attend beaucoup du pouvoir central. Vous avez prôné avec une 60aine d'acteurs de l'économie circulaire la création d'un ministère dédié. Alors c'est intéressant parce que vous dites à la fois c'est les entreprises qui font le job, mais pourquoi il y aurait un ministère sur l'économie sociale et solidaire? En quoi ce serait un effet d'accélération? Et l'économie circulaire, c'est vrai que... l'économie circulaire, l'économie circulaire. C'est vrai que Nicolas Hulot en avait parlé à un moment donné en disant on a 10-12% de l'économie française qui est sociale et solidaire, on a peut-être 5-7% qui est circulaire. Il disait mais finalement je ne comprends pas pourquoi toute l'économie n'est pas comme ça. Si on additionne tout ça, social et solidaire, circulaire, nous les entreprises de la CEC, les entreprises de Mouvement Impact France, les entreprises de Bilab, en fait, on a 20-25% de notre économie avec des dirigeants et des conseils d'administration qui sont en phase avec cette nouvelle visée, ce nouvel imaginaire d'entreprises qui font du bien à la société. Si on regroupe tout ça, et si ce ministère, ou en tout cas s'il y a du soin apporté par l'État sur cette économie-là, et qu'on la met en avant, et qu'on la met en situation de réussir, c'est là où on peut provoquer un mouvement de bascule. Merci beaucoup Éric Duverger, et bravo encore pour toutes ces CEC, ces conventions des entreprises pour le climat. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up.